Imaginez, vous êtes là, au milieu de la nuit, dans un silence oppressant, les yeux rivés sur une terre qui semble immobile, et pourtant, sous vos pieds, elle vibre. Des hommes rampent dans des boyaux étroits, à peine assez larges pour laisser passer un souffle. Des lampes à huile tremblotent, projetant des ombres qui s'étirent comme des fantômes sur les parois d'argile. Chaque coup de pelle est un pari contre la mort, chaque respiration un défi à l'étouffement. Et dans cette obscurité suffocante, un seul faux geste peut réveiller l'enfer. C'est là que s'est jouée l'une des folies les plus terrifiantes de la Première Guerre mondiale, la guerre des tunnels. Bon, je suis déjà en train de vous dévoiler cette histoire, mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour nous encourager à continuer. Tout commença quand la surface devint intenable. Les champs de bataille s'étaient figés, transformés en cicatrices ouvertes, où des milliers d'hommes s'entassaient dans des tranchées noyées de boue et de sang. Les canons tonnaient jour et nuit, les mitrailleuses fauchaient des vagues entières de soldats en quelques secondes. Traverser le No Man's Land relevait d'un suicide pur et simple. Alors, quand les anciens stratagèmes échouaient, il fallait inventer. Et c'est sous la terre que l'homme imagina la suite, comme s'il n'avait pas encore touché le fond de sa propre imagination meurtrière. L'idée n'était pas nouvelle. Déjà dans l'Antiquité, on sapait les murailles ennemies en creusant dessous, en les minant. Mais en 1914, avec l'arrivée des premières tranchées massives, cette tactique ancestrale reprit vie. On ne pouvait pas franchir les lignes ennemies? Alors on les ferait exploser de l'intérieur. Creuser sous la boue, placer des tonnes d'explosifs, puis effacer l'ennemi d'un souffle. Voilà la théorie. La pratique, elle, allait devenir un cauchemar d'une intensité inimaginable. Les Allemands furent les premiers à mettre cette idée en œuvre. En Flandre, à Givenchy, ils creusèrent patiemment sous les positions britanniques. 10 mines, discrètement posées, chacune chargée de 50 kilos de morts comprimés. Le sol fut éventré d'un seul souffle, et dans les tranchées, une brigade entière de soldats indiens fut pulvérisée en quelques instants. 800 vies effacées, le tout suivi d'un assaut fulgurant qui acheva les survivants désorientés. Ce n'était pas une victoire décisive, mais c'était une démonstration terrifiante. Le sol lui-même pouvait trahir les hommes qui s'y accrochaient pour survivre. La peur se propagea aussitôt dans les rangs alliés. Que faire quand l'ennemi frappe non pas par-dessus, mais par en dessous? Comment se protéger d'une menace invisible qui gronde sous vos bottes, au milieu de la nuit, prête à vous engloutir? Les officiers britanniques savaient qu'il leur fallait répliquer, mais leurs soldats n'étaient pas formés pour une telle guerre. Alors ils eurent une idée, recruter ceux qui connaissaient déjà les entrailles de la terre. Pas des militaires, des mineurs. Des hommes qui passaient leur vie à creuser dans le noir, dans la poussière et dans l'angoisse des effondrements. Ces civils furent arrachés à leurs mines de charbon, parfois en quelques jours, et envoyés sur le front. On les appela les tunneliers. Rapidement, une armée secrète se forma sous la terre. Britanniques, Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais, Français, chacun développa ses propres sapeurs. Les Allemands, eux, continuaient d'étendre leur réseau souterrain. Et bientôt, sous le front occidental, naquit une guerre parallèle, invisible, étouffante, où chaque coup de pioche pouvait décider du sort de milliers d'hommes en surface. Les Britanniques, en particulier, développèrent une technique unique, le clay kicking. 3 hommes travaillaient ensemble, dans un silence presque religieux. L'un, assis sur le dos, plantait ses pieds contre l'argile et la découpait d'un coup sec. Un autre remplissait des sacs, tandis qu'un troisième les évacuait discrètement. Pas de bruit de pioche, pas de coups de marteau, seulement le froissement discret de la terre déplacée. Dans les profondeurs argileuses de Flandre, cette méthode permettait d'avancer vite, et surtout en silence, beaucoup trop en silence pour que l'ennemi puisse toujours les entendre. Mais ce silence était trompeur. Car là-dessous, la peur ne dormait jamais. Les tunnels étaient étroits, suffocants. À peine 1,20 m de hauteur, 1,75 m de largeur. On y avançait plié, le dos cassé, les poumons serrés par l'air vicié. Les hommes travaillaient à la lueur de bougies et fixaient leurs flammes avec angoisse. Si elles vacillaient, c'était le signe que l'oxygène se raréfiait. Si elles s'éteignaient, il fallait fuir avant que le noir ne devienne éternel. Les gaz, plus lourds que l'air, descendaient dans les tunnels comme des bêtes invisibles. Le chlore, le phosgène, on ne les voyait pas venir. Les tunneliers emportaient parfois des souris, ou des canaris, petites sentinelles vivantes qui suffoquaient les premières, leur sacrifice offrant aux hommes une mince chance de s'en tirer. Là-dessous, tout pouvait tuer, l'effondrement d'une paroi, l'arrivée brutale d'une poche d'eau, l'artillerie qui frappait l'entrée du tunnel et la faisait disparaître en un instant. Mais rien n'égalait l'horreur de la rencontre.
car parfois, par accident ou par intuition, deux tunnels ennemis finissaient par se rejoindre. Alors, dans un noir total, à quelques centimètres de distance, des hommes découvraient que la Terre avait cédé, et qu'ils n'étaient pas seuls. Que se passait-il, quand deux groupes de tunneliers se retrouvaient face à face, dans une obscurité étouffante? Pas de fusils, pas de bataille rangée. Juste des coups de pelle, de pioche, de couteau. Des corps qui s'entrechoquent dans un espace où l'on ne peut ni fuir, ni se cacher. Un combat primitif, brutal, silencieux, à genoux dans l'argile. Des hommes qui s'étranglent dans le noir, dont les derniers souffles se mêlent à l'air déjà vicié. Une scène que peu ont pu raconter, car peu en sont revenus. Et pendant que ces luttes invisibles se jouaient sous leurs pieds, en surface, les soldats entendaient parfois des rumeurs. Des bruits sourds, comme des coups de cœur dans la terre. Des écoutes étaient mises en place, d'abord rudimentaires, un simple tonneau rempli d'eau, où l'on guettait les vibrations. Puis vinrent les stéthoscopes, les géophones. Des hommes restaient allongés des heures, l'oreille collée au sol, écoutant. Certains disaient que le pire, ce n'était pas d'entendre l'ennemi creuser. C'était d'entendre, puis d'un coup, plus rien. Le silence absolu. Car ce silence pouvait signifier une seule chose. L'ennemi avait terminé son œuvre, posé sa charge, et s'était replié. Et désormais, il ne restait qu'à attendre l'explosion. Et l'explosion, l'explosion, ce n'était pas un simple souffle de vent, mais un cataclysme qui arrachait le ciel à la terre. Des tonnes de sol, d'argile et de pierre étaient projetées comme un rideau de feu et de fumée, laissant derrière elles des cratères immenses, béants, des gouffres où la vie semblait s'être arrêtée. Les hommes en surface, jusqu'alors enfermés dans leurs tranchées, étaient balayés par l'onde de choc, projetés au sol, étourdis, la poussière et la terre couvrant leurs visages. Certains disparurent pour toujours, engloutis dans des cavernes créées par leur propre assaut. Et dans ce fracas, il y avait une étrange beauté tragique, comme si la terre elle-même avait décidé de punir ceux qui l'avaient foulée. À la Somme, en 1916, cette horreur prit une dimension nouvelle. Des mois de creusements secrets, de silence oppressant et de tensions insoutenables menèrent à un matin où l'air vibra d'une puissance presque surnaturelle. 8 mines de grande taille, 11 plus petites, toutes simultanément, explosèrent. Le sol trembla comme un cœur monstrueux. Les cratères atteignirent 20 mètres de profondeur, 90 mètres de diamètre. Les positions allemandes furent réduites à un chaos de boue et de cadavres. Et pourtant, malgré l'horreur, l'infanterie britannique devait courir, traverser ces paysages dévastés, récupérer le terrain, défendre ses cicatrices de la terre, survivre. Mais ce n'était qu'un avant-goût. L'apogée de cette folie souterraine vint un an plus tard, à Messine, en juin 1917. Là, les positions allemandes avaient résisté depuis 1914, immuables, inviolables, protégées par la crainte et la fatigue des assauts répétés. Pendant 18 mois, les tunneliers alliés préparèrent leur vengeance. Plus de 5 km de tunnels furent creusés sous ces lignes. 21 énormes mines, pleines d'explosifs soigneusement conditionnés pour ne pas se dégrader dans l'humidité, attendaient leur heure. Chaque tunnel, chaque sac de poudre, chaque fil de détonateur était le résultat d'un travail de patience et de courage inimaginable. Le 7 juin 1917, à 3h10 du matin, le silence absolu fut brisé. 19 mines explosèrent presque simultanément. Le ciel s'illumina d'un souffle aveuglant. Des collines entières furent projetées en l'air, retombant dans un fracas de terre et de feu. Les positions ennemies, autrefois imprenables, furent effacées en quelques secondes. Les soldats allemands furent emportés par la violence de l'explosion, enfouis, dispersés, disparus dans la poussière et la boue. Certains abris qui semblaient sûrs furent réduits à des cercueils de pierre et de boue. La géographie elle-même fut transformée, les crêtes et vallées remplacées par un paysage nouveau, haché, chaotique, où la mort avait laissé sa marque indélébile. Pour les survivants, ce fut un moment de sidération totale. Le monde avait basculé sous leurs pieds. Les troupes alliées, pourtant éprouvées, avancèrent dans ce décor apocalyptique presque sans rencontrer de résistance. Les rares défenseurs, désorientés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer, se rendirent ou furent balayés. Les cratères laissés par ces explosions sont toujours visibles aujourd'hui, témoins silencieux de cette folie humaine. Certains explosifs n'ont jamais été récupérés, attendant peut-être encore le moment où un simple éclair ou un hasard déclencherait leur vengeance. Et sous cette terre, où résonnait encore le dernier souffle des tunneliers, l'histoire se souvenait. Des hommes qui avaient défié la mort chaque jour, travaillant dans l'obscurité totale, respirant la peur, combattant dans un silence que même la guerre ne peut atteindre en surface. Là, dans le noir, ils ont affronté la terre, la mort et leurs semblables.
Dans ces tunnels, la guerre a pris une dimension intime, terrible, presque personnelle. Chaque pas, chaque coup de pelle, chaque souffle retenu était une lutte pour la vie, une danse macabre avec l'invisible. C'est cette folie, cette guerre dans la guerre, que nous ne devons jamais oublier. Car elle rappelle que l'ingéniosité humaine, lorsqu'elle est alliée à la peur et à la haine, peut transformer la terre elle-même en une arme d'une violence inimaginable. Et que, parfois, le silence le plus profond n'annonce pas la paix, mais l'apocalypse sous vos pieds. Et dans ce silence qui pèse, vous pourriez presque entendre le souffle des hommes disparus, le grincement des poutres de bois, la terre qui craque lentement sous le poids de ce qui a été construit, et de ce qui a été détruit. Chaque tunnel racontait une histoire, chaque mine posée était une promesse de destruction, chaque cratère, une cicatrice que le temps ne pouvait effacer. Là, sous la surface, les hommes affrontaient non seulement l'ennemi, mais la peur pure, la peur de l'obscurité totale, de l'étouffement, de l'oubli. Certains racontaient que, dans les tunnels, les secondes semblaient des heures, les heures des siècles, et que le moindre bruit devenait un hurlement dans la tête. Les combats au corps à corps y étaient d'une brutalité inimaginable. Il n'y avait pas de place pour la peur ou l'hésitation. Les tunneliers devaient attaquer, repousser, survivre à main nue, avec des pioches, des couteaux, parfois des revolvers, dans un espace où la lumière n'existait pas, où la poussière et l'argile obstruaient chaque respiration. Les silhouettes des hommes surgissaient et disparaissaient dans l'ombre, des corps qui s'entrechoquent, des cris étouffés, des coups de pelle qui résonnent comme un glas. La terre elle-même semblait crier, comprimée, instable, témoin silencieux de cette violence souterraine. Et pourtant, malgré l'horreur, la guerre des tunnels avait un rythme, presque une logique. Chaque pas, chaque coup, chaque souffle était calculé. Les tunneliers savaient que derrière chaque paroi de terre pouvait se cacher la mort, mais ils continuaient. Car dans ce monde inversé, sous les lignes ennemies, leur mission était claire, placer la charge, surprendre l'ennemi, survivre. L'ingéniosité se mêlait à la terreur. Des dispositifs furent créés pour masquer le bruit, pour évacuer la terre sans alerter l'ennemi, pour poser des explosifs qui détruiraient des positions que l'on croyait imprenables. Chaque détail comptait. Chaque erreur pouvait être fatale. La guerre des tunnels n'était pas seulement une affaire de poudre et d'argile. Elle était une confrontation avec l'essence même de la peur. Imaginez-vous, accroupi dans un boyau, le dos contre une paroi humide, la lumière tremblante d'une bougie vacillant, sachant que quelques mètres plus loin, un ennemi fait de chair et de courage vous attend. Imaginez entendre le froissement de la terre, le souffle d'un homme, sentir le poids de la mort imminente autour de vous, et continuer à avancer malgré tout. C'était cette tension insupportable, cette horreur intime, qui transformait la guerre des tunnels en un enfer unique, une épreuve où la fragilité humaine était poussée à ses limites extrêmes. Puis vint Messine, l'apogée. Quand les mines explosèrent, le monde sembla se fendre en deux. Le ciel s'embrasa, les collines s'effondrèrent, la terre vomit des milliers de tonnes de boue et de pierres. Les hommes en surface furent secoués comme des jouets, projetés, assourdis, incapables de croire ce qui venait de se passer. Et sous terre, les survivants, les tunneliers qui avaient posé la poudre et attendu ce moment, ressentirent une victoire mêlée de cauchemars. La puissance qu'ils avaient créée était totale, mais la destruction qu'ils avaient orchestrée dépassait l'imagination. Chaque explosion, chaque cratère, chaque souffle de terre projeté racontait une histoire de courage, de peur, de sacrifice et de folie. C'est là que la Première Guerre mondiale atteignit une dimension presque inhumaine, où la guerre ne se mesurait plus seulement par les lignes de tranchées, mais par la profondeur de la terre, par l'intensité du silence, par le vertige de l'horreur invisible. Les hommes avaient creusé leur propre enfer sous leurs pieds, et ce qu'ils y avaient trouvé n'était pas seulement l'ennemi, mais eux-mêmes confrontés à leurs limites, à leur peur, à leur instinct de survie dans le noir le plus total. Les cratères de Messine sont toujours là aujourd'hui. Ils sont muets, mais ils parlent. Ils parlent de la folie, de l'ingéniosité et du courage. Ils parlent de ceux qui ont disparu sous la terre, de ceux qui ont survécu et de la puissance destructrice que l'homme peut concentrer dans quelques mètres cubes de poudre. Et quand on se tient au bord de ces gouffres, en silence, on peut presque entendre le chuchotement des tunnels, les souffles retenus des hommes, la terre qui se souvient de tout. Car cette guerre sous la guerre, cette folie silencieuse et souterraine, nous rappelle que la peur et la violence n'ont pas de limite. Que l'ingéniosité humaine peut créer un monde où même le sol sous vos pieds devient votre pire ennemi. Et qu'au cœur de l'obscurité, dans les boyaux étroits de l'horreur, les hommes ont écrit une histoire que le temps n'effacera jamais. Au-delà des explosions et des cratères, il y avait les visages, gravés dans la boue et le désespoir. Les yeux qui fixaient l'obscurité, les mains qui tremblaient sur les pioches,
les corps recroquevillés dans des tunnels étroits, chaque souffle un effort contre la terre et la mort. Ces hommes étaient invisibles pour le monde, mais pleinement présents dans la tragédie qu'ils créaient et subissaient. On pourrait croire qu'avec l'ampleur des explosions, le bruit et la fureur, il n'y avait plus place pour l'intimité, pour l'humain. Et pourtant, c'est là, dans ces moments suspendus entre la vie et la mort, que l'essence de leur existence se révélait. Chaque tunnel racontait une peur unique. La peur de l'effondrement, de l'eau qui inonde, du gaz qui s'infiltre. Mais aussi la peur de l'autre, celui que vous ne voyez pas, tapi à quelques mètres dans l'ombre. Les rencontres dans les tunnels étaient des confrontations de chair et d'instinct. Une main saisissait une pioche, un couteau, un revolver. Une respiration saccadée résonnait contre la paroi. Les corps se heurtaient dans l'argile humide. L'obscurité amplifiait le moindre son, la moindre vibration. Chaque instant devenait une éternité, chaque souffle une victoire fragile. Et derrière cette violence, il y avait la patience et l'ingéniosité des hommes. Creuser sous des lignes ennemies demandait des mois de silence, de précision, de courage. Chaque sac d'argile évacué, chaque poutre posée avec soin, chaque fil de détonateur installé était un balai méticuleux de mort et de survie. La moindre erreur pouvait entraîner la mort de dizaines d'hommes. Les tunneliers étaient conscients qu'ils jouaient avec le destin, manipulant la terre, la poudre et le temps, comme des sculpteurs de l'apocalypse. Messine reste le sommet de cette folie. Plus de 5 km de tunnels, 21 mines préparées pendant des mois dans le secret le plus absolu. Le 7 juin 1917, à 3h10 du matin, les explosions transformèrent le paysage, effacèrent des milliers de vies et redéfinirent ce que l'on pouvait appeler la guerre. Les cratères ouverts étaient gigantesques, la terre arrachée à la verticale et projetée à des centaines de mètres, un témoignage brutal de la puissance concentrée sous la surface. Et pourtant, au milieu de ce chaos, l'humanité persistait. Les survivants émergeaient, sales, brisés, mais vivants, avec les yeux emplis de poussière et d'horreur, marchant sur les cicatrices de ce qu'ils avaient créé et de ce qu'ils avaient combattu. Il y avait une dimension presque intime dans cette destruction. Chaque mine, chaque tunnel, chaque explosion racontait une histoire individuelle de peur et de courage. Les hommes qui avaient posé ces charges savaient qu'ils risquaient leur vie, mais poursuivaient leur tâche dans un silence absolu, un engagement tacite avec eux-mêmes et avec leurs camarades. La guerre des tunnels n'était pas seulement un affrontement stratégique, elle était une confrontation directe avec la mort, avec l'obscurité, avec ce que signifie vraiment survivre face à l'horreur. Et même aujourd'hui, en regardant les cratères de Messine, en touchant la terre où tant d'hommes ont creusé, travaillé et disparu, on peut presque sentir leur souffle, entendre leur battement de cœur étouffé par l'argile, ressentir le vertige de ce qu'ils ont vécu. C'est un souvenir tangible, une leçon silencieuse sur la folie humaine, sur la peur et sur la capacité de l'homme à créer la mort là où il pose le pied, et pourtant à continuer, malgré tout, à avancer dans l'obscurité. La guerre des tunnels n'était pas seulement une histoire de poudre et d'argile. C'était une histoire d'hommes et de ténèbres, de courage et de peur, de minutie et de chaos. Chaque souffle, chaque coup de pelle, chaque seconde passée dans ces boyaux étroits, racontait le combat intime de l'homme contre la mort et contre lui-même. Et c'est là que réside l'horreur et la grandeur de cette folie, dans la capacité de l'homme à inventer, à survivre et à affronter, tête baissée, l'obscurité qui le menace à chaque instant. Voulez-vous que je continue pour plonger encore plus profondément dans les détails de chaque opération, chaque tunnel et chaque explosion qui ont façonné cette guerre souterraine? Alors plongeons encore plus profondément, là où la guerre devenait presque une entité vivante. Sous les collines, sous les crêtes, les tunnels s'étendaient sur des kilomètres, sinueux et étroits, des labyrinthes que seuls ceux qui creusaient pouvaient comprendre. L'air était saturé d'humidité, de terre et de peur, chaque respiration un mélange de poussière et de gaz invisible, chaque battement de cœur un rappel que la mort pouvait surgir à tout instant. Les hommes avançaient accroupis, les mains collées à l'argile, les yeux fixant la faible lueur des bougies, leurs oreilles tendues vers les moindres vibrations. Et parfois, ces vibrations n'étaient pas de simples secousses de la terre, mais celles de l'ennemi, à quelques mètres à peine, cachées derrière la paroi de terre. Quand les tunnels se rencontraient, c'était une confrontation primitive. Pas de stratégie, pas de plan précis, juste la survie immédiate. Les poings, les pioches, les couteaux et les fusils à canoncier se mêlaient dans un chaos d'ombres mouvantes, dans un espace si étroit que chaque mouvement devenait une danse mortelle. Les hommes hurlaient, non pas pour intimider, mais parce que la peur et la douleur étaient plus fortes que le silence qui régnait depuis des semaines sous terre. Chaque coup, chaque souffle retenu, chaque geste pouvait être le dernier. Et à la fin, il ne restait que la terre, le sang et le silence. Mais la guerre des tunnels n'était pas seulement faite de rencontres et de combats.
Elle était faite de patience, de calculs précis et de minutie presque obsessionnelle. Chaque mine devait être placée à la perfection. Chaque fil de détonateur installé avec soin, chaque sac de poudre isolé pour résister à l'humidité. La moindre erreur pouvait transformer un tunnel en tombeau pour ceux qui l'avaient construit. Les tunneliers devaient être des sculpteurs, des stratèges et des survivants, capables de travailler dans un environnement où la mort n'était jamais très loin. Les mines elles-mêmes étaient des instruments de terreur concentrés. Au fil du temps, elles devinrent de plus en plus puissantes, capables de projeter des milliers de tonnes de terre dans les airs, de créer des cratères immenses, d'effacer des positions qui semblaient impossibles à prendre. À Messine, en 1917, l'apogée de cette folie souterraine fut atteinte. 21 mines gigantesques, plus de 5 km de tunnels, des tonnes d'explosifs prêtes à transformer la surface en chaos. Et lorsque les détonateurs furent activés, en l'espace de quelques secondes, la terre trembla, les collines s'effondrèrent et des milliers de soldats allemands disparurent, ensevelis ou balayés par la puissance de l'explosion. Mais même dans ce moment de triomphe, l'horreur restait palpable. Les survivants émergèrent, recouverts de poussière et de sang, traversant un paysage devenu méconnaissable, des cratères béants partout où leurs pas se posaient. Chaque explosion racontait une histoire, celle de l'ingéniosité humaine, mais aussi de sa capacité à transformer la peur et le courage en destruction pure. Et sous cette surface dévastée, les tunnels continuaient de murmurer. Les hommes qui avaient creusé, travaillé et risqué leur vie laissaient derrière eux un écho de courage et de terreur, un rappel que la guerre, parfois, ne se voit pas seulement dans les batailles en surface, mais dans les ténèbres où l'homme affronte sa propre mortalité. Chaque mine, chaque cratère, chaque tunnel nous rappelle que cette guerre souterraine n'était pas seulement une question de stratégie militaire. C'était une plongée dans l'âme humaine, dans sa capacité à inventer, à survivre, à créer et à détruire, tout à la fois. Et en visitant aujourd'hui ces lieux, en touchant la terre qui a été creusée et explosée, on peut presque entendre les respirations retenues, les coups de pioche, les murmures de ceux qui ont vécu et péri dans l'obscurité, nous rappelant que l'horreur et le courage marchent souvent main dans la main, même dans le silence le plus absolu. Voulez-vous que je continue pour entrer dans le détail de chaque bataille, chaque cratère et chaque vie marquée par cette guerre des tunnels, jusqu'à la conclusion immersive complète? Alors, imaginez la scène, encore plus près, encore plus intime. Chaque cratère, chaque crevasse laissée par les explosions massives était un tombeau ouvert, un souvenir figé dans la terre. Là où la surface semblait silencieuse après le fracas, sous vos pieds, les tunnels continuaient de murmurer les histoires de ceux qui y avaient vécu, qui y avaient attendu, respiré, tremblé. Les voix des tunneliers résonnaient dans l'argile comme des échos fantomatiques, et chaque pas sur ce sol mutilé semblait réveiller ces ombres endormies. Les hommes qui avaient creusé ces tunnels étaient à la fois invisibles et omniprésents dans l'horreur. Ils savaient que le moindre faux mouvement pouvait provoquer un effondrement fatal, que chaque souffle pouvait emporter l'air nécessaire à la vie, que chaque geste pouvait déclencher la mort. Pourtant, ils avançaient, accroupis dans l'obscurité, les mains collées à la terre, les yeux rivés sur la faible lueur d'une bougie vacillante. La tension était palpable, presque tangible. Le silence n'était jamais complet, le craquement d'une poutre, le froissement de la terre, le souffle d'un camarade, et parfois, le bruit lointain de l'ennemi creusant de l'autre côté, un rappel que la mort pouvait surgir à tout instant. Dans ces boyaux étroits, les combats prenaient une forme presque cérémonielle. Les corps se heurtaient, les poings et les outils frappaient, les couteaux s'entrechoquaient. La proximité transformait chaque geste en un acte de survie, chaque respiration en un défi contre l'obscurité. Les tunneliers devaient utiliser tout ce qu'ils avaient, leur force, leur ingéniosité, leur instinct. Et lorsqu'un tunnel ennemi était découvert, c'était un choc. Parfois, l'affrontement était évitable. Parfois, il éclatait dans une violence concentrée, sans témoin, dans le noir absolu. Et puis il y avait les explosions. Les mines, préparées pendant des semaines, parfois des mois, explosaient avec une puissance qui déchirait la terre et projetait la vie elle-même en l'air. À Messine, le 7 juin 1917, c'était le paroxysme, 21 mines, plus de 5 km de tunnels, des tonnes de poudre et d'ammoniac placées avec une précision clinique. À 3h10, l'air vibra, la terre trembla, les collines s'effondrèrent. Des milliers de soldats furent balayés, engloutis, dispersés. Les cratères laissés derrière semblaient respirer encore la violence de cette journée. Les survivants, émergeant de cet apocalypse, étaient recouverts de boue et de poussière, marchant sur un paysage méconnaissable, au milieu des vestiges fumants de ce qui avait été une ligne de front inviolable. Chaque explosion racontait non seulement la puissance de la guerre, mais aussi la fragilité de l'existence humaine.
Les tunnels avaient transformé le sol en arme, la terre en ennemi, et les hommes eux-mêmes en artisans de leur propre horreur. Et pourtant, au milieu de cette destruction, il y avait une étrange beauté, la minutie, l'ingéniosité, le courage pur. Ces hommes affrontaient l'ombre et la mort, faisant trembler la terre pour atteindre un objectif que seuls eux comprenaient pleinement. Et aujourd'hui, en regardant les cratères, en touchant cette argile marquée par des décennies, on peut presque entendre les respirations retenues, les coups de pelle, les murmures des hommes qui ont vécu et péri sous cette terre. La guerre des tunnels n'était pas seulement une technique militaire, elle était une plongée dans l'âme humaine, une exploration de la peur, du courage et de l'ingéniosité à leurs limites extrêmes. Voulez-vous que je continue pour détailler les opérations spécifiques, les techniques de creusement, les batailles et les histoires individuelles des tunneliers qui ont marqué cette guerre de l'intérieur? Alors plongeons encore plus profondément dans cette guerre invisible, dans ces boyaux étroits où chaque geste comptait et chaque souffle pouvait être le dernier. Les tunneliers avaient développé une discipline presque surnaturelle. Chacun savait exactement quoi faire. Le botteur, assis, envoyait des blocs d'argile au rabatteur, qui les passait à l'ensacheur, silencieusement, presque en apesanteur, comme une chorégraphie macabre. Tout devait rester discret, car le moindre bruit pouvait trahir la position, déclencher un contre-minage ennemi et sceller le destin de tous ceux à l'intérieur. Ils vivaient dans une obscurité totale, où le temps semblait s'étirer jusqu'à l'infini. Les quarts de travail de 12 heures ou plus paraissaient durer des siècles. L'air était saturé d'humidité, de poussière et de peur. La lumière vacillante des bougies révélait des visages creusés par la fatigue, des yeux qui brillaient dans la pénombre, et des mains recouvertes de terre, crispées autour de pioches et de barres de fer. Parfois, ils devaient s'arrêter pour écouter, pour sentir, pour percevoir les vibrations dans la terre, ce léger frémissement qui indiquait que l'ennemi creusait à quelques mètres. Et quand ces tunnels se croisaient enfin, c'était un choc de deux mondes sous terre. Les combats étaient rapprochés, intimes et sauvages. Pas de recul possible, pas d'échappatoire. Les poings, les pioches, les couteaux s'entrechoquaient dans l'obscurité, chaque mouvement amplifié par le confinement. Les hurlements étouffés et les coups sourds résonnaient comme un tambour de guerre sous la terre. Et au milieu de ce chaos, la mort était omniprésente, mais la survie dépendait de la précision, de la rapidité et du sang-froid. La guerre des tunnels ne se limitait pas à la confrontation physique. Elle était une lutte constante contre la terre elle-même, contre les inondations soudaines, les gaz asphyxiants, les effondrements. Les tunneliers utilisaient des canaris et des souris comme détecteurs de gaz, écoutaient le moindre froissement dans la terre, calculaient en chaque pas pour ne pas réveiller l'ennemi. Et quand venait le moment de poser la poudre, l'angoisse atteignait son apogée, des tonnes d'explosifs, placés avec un soin méticuleux, prêts à transformer le monde au-dessus en chaos et en cratères béants. Messine fut l'ultime manifestation de cette folie. 21 mines, des kilomètres de tunnels, des tonnes d'ammoniac et de TNT. À 3h10, le 7 juin 1917, le sol trembla, les collines s'effondrèrent et des milliers d'hommes furent emportés. Les explosions créèrent des cratères gigantesques, déchirant le paysage et l'histoire à jamais. Et pourtant, au milieu de cet apocalypse, l'ingéniosité humaine brillait. La coordination parfaite entre les tunneliers, l'artillerie et l'infanterie transforma un massacre potentiel en un succès tactique spectaculaire. Mais derrière la victoire se cachait l'horreur. Les cratères de Messine étaient des tombes ouvertes et des cicatrices béantes, des souvenirs tangibles de la peur, du courage et de la folie. Les hommes qui avaient creusé ces tunnels avaient défié l'obscurité, la mort et l'ennemi, et chaque pas qu'ils faisaient, chaque souffle qu'ils prenaient, témoignait de cette confrontation intime avec la faim. Et encore aujourd'hui, en visitant ces lieux, on peut sentir l'écho de cette guerre souterraine. Les tunnels sont peut-être effondrés, les mines peut-être inertes, mais l'histoire de ces hommes, de cette peur et de ce courage, résonne encore dans la terre, un murmure des ténèbres que la lumière n'effacera jamais. Voulez-vous que je continue pour explorer maintenant les histoires individuelles des tunneliers, leurs moments de peur extrême, de courage et les drames humains qui se sont joués sous cette terre infernale? Alors laissez-moi vous emmener au plus près de ces hommes, au cœur de leur quotidien terrifiant, là où la guerre ne se mesurait pas en kilomètres ou en bataille, mais en respiration, en battement de cœur, en secondes suspendues. Imaginez un tunnel humide, étroit, presque suffocant. 3 hommes accroupis, recroquevillés, travaillant silencieusement. Le botteur envoie l'argile à l'ensacheur, chaque mouvement précis, chaque geste calculé. Le moindre bruit pourrait trahir leur présence. Et parfois, dans ce silence oppressant, un craquement sourd, un souffle étranger, un tunnelier ennemi à quelques mètres. Alors, tout se fige. Les yeux cherchent, les mains serrent leurs outils. La peur et l'instinct de survie se confondent.
Le combat n'est pas une question de stratégie, mais de réflexe, d'intuition, de volonté pure de vivre. Et quand les charges explosent, le monde entier semble se fissurer. Les collines s'effondrent, la terre vomit des milliers de tonnes de boue et de pierres, des cratères béants s'ouvrent là où rien ne semblait pouvoir céder. À Messine, ces explosions furent l'ultime apogée de cette folie, 21 mines déclenchées simultanément, créant des cratères gigantesques et engloutissant des milliers de vies. La surface devient méconnaissable, un paysage façonné par la puissance et la minutie des tunneliers. Mais sous cette terre bouleversée, les hommes ont survécu, épuisés, couverts de poussière, marchant dans un silence qui en disait plus long que n'importe quel cri. Chaque cratère, chaque boyau, chaque parcelle de terre raconte l'histoire de la peur et du courage, de l'ingéniosité et de la folie. Les tunneliers ont transformé la terre en instrument de guerre, affrontant l'ombre et la mort dans les conditions les plus extrêmes. Leur travail a laissé une empreinte indélébile sur le paysage, mais surtout sur l'âme de ceux qui ont vécu cette guerre sous la guerre. Aujourd'hui, lorsque l'on se tient au bord des cratères de Messine, lorsque l'on touche l'argile compactée par des décennies de mémoire, on peut presque entendre les murmures des hommes qui ont creusé, souffert et survécu. Leurs histoires continuent de résonner, silencieuses mais puissantes, rappelant à jamais la folie de la Première Guerre mondiale et la capacité humaine à affronter l'obscurité, la peur et la mort avec un courage qui dépasse l'imaginable. C'est là, sous la terre et à travers le temps, que la guerre des tunnels demeure. Un récit d'horreur et de bravoure, un témoignage poignant de ce que les hommes peuvent endurer et créer dans les profondeurs du désespoir, là où la lumière ne pénètre jamais, mais où l'âme humaine brille encore, fragile et indomptable à la fois. La guerre des tunnels s'éteignit avec la fin du conflit, mais les cicatrices, visibles et invisibles, subsistent. Et chaque fois que l'on s'approche de ces cratères, chaque fois que l'on imagine ces tunnels enfouis sous nos pieds, nous nous rappelons la vérité fondamentale. La guerre peut atteindre des profondeurs inimaginables, mais au cœur de l'horreur, l'homme continue de lutter, de survivre, et parfois, de laisser derrière lui une trace indélébile de courage et de mémoire.